Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour cette émission de référence. Ça s'appelle, et comme tous les jours, de 16h à 18h sur France Maghreb 2, le Grand Forum. Avec aujourd'hui, autour de ce plateau, sur ce plateau, Madame Nadia Cherif. Bonjour Madame Nadia Cherif. Bonjour. Comment tu vas bien? Très bien, et vous tous? Toutes mes condoléances pour l'équipe marocaine. Hein. T'es content? Non, je suis pas content. Mais... oh là. Bonjour C'était monsieur. Noël avant Noël. Monsieur Pierre-Henri, bonjour, président de France Fraternité. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs de France Maghreb 2 et bonjour Christophe, bonjour les amis chroniqueurs, chroniqueuses, voilà, bonjour à la France, bonjour à la Terre. Oui, deux banquiers autour de cette table. Karim Alouache, banquier d'affaires. Comment ça va mon Karim? Bah écoute, ça va, on sort d'une semaine très compliquée, mais ça y est, c'est fini à Bondy? Oui. Les jeux sont pliés? Oh bah c'est fini, ça y est, c'est terminé. Ouais. Et tant mieux d'ailleurs. Stéphane Hervé qui a été reconduit, réélu on peut dire. Ouais, bah est-ce qu'on peut dire réélu? Nadia a coupé mon casque. Ah bon, bah Nadia, bravo. Je te demandais, Karim, est-ce qu'on peut dire que Stéphane Hervé a été réélu à Bondy? Ah bah oui, il a été réélu, il fait presque 61%, donc oui, il est réélu. Et il sera mon invité demain. Ah, je ne sais pas, mais... Bah si, moi je te le dis, il sera mon invité demain, voilà. Stéphane Hervé. J'ai quelques questions à lui poser d'ailleurs, hein, parce que voilà. Bah écoute, moi ce que je dis, les Bondinois ont choisi, il faut respecter la démocratie. Ils ont choisi, ils le maintiennent. Bon ben, à lui maintenant de prouver et surtout de satisfaire tous ses électeurs. Et puis aussi de penser à tous ceux qui n'ont pas voté pour lui et ceux qui se sont abstenus. Ouais. Voilà, nous on continue. Moi je vais continuer en tout cas mon travail. On continue à travailler. Je continue. J'ai une petite question à vous poser en ce 1er février. Est-ce que vous travailler pour les Bondinois. Voilà. Est-ce que vous avez fait votre choix pour la présidentielle ou pas encore? Nadia? Si, moi j'ai fait mon choix. Enfin, j'ai fait mon choix. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques, Nadia? Mais je change de casque, il marche pas, mon casque. Mais comment ça, il marche pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est en train de retourner tout le plateau. Ah ouais, oui, ça je confirme. Nadia, arrête ton bordel! Ouais, elle est en train de... Je sais pas ce que tu fais. Voilà, ça marche maintenant. Elle a un tournevis. Donc je demandais à mes amis chroniqueurs si vous aviez fait votre choix pour la présidentielle. Malheureusement, pas encore. Alors... Moi, oui, en fonction, pour l'instant, selon les candidats effectifs annoncés. Après, il y a un deuxième choix, c'est les candidats réels, c'est-à-dire ceux qui auront eu leur signature et tout ce qu'il faut pour y aller, quoi. Alors, parce que pour l'instant, c'est un peu de la théorie. Hein, ouais. Et puis, d'ailleurs, je voudrais souligner, il y a plein de petits candidats à qui on n'a jamais donné la parole, dont on ne parle pas. Moi, j'ai regardé un peu, j'ai tapé sur Google « candidat à la présidentielle ». Il y en a beaucoup plus. Il n'y a même pas de statistiques sur eux parce que je pense que personne ne les prend au sérieux. C'est infinitif. Il y aura peut-être une surprise là-dedans. En tout cas, moi, j'en vois un qui, je pense, peut faire quelque chose. Ah oui. Bon, Pierre-Henri, t'as fait ton choix? Ah oui. C'est un choix collectif, c'est un choix... Comment ça, un choix collectif? Oh, Pierre-Henri, tu fais de la politique, là. Non, c'est un choix avec le lancement d'un nouveau mouvement. Nouveau? Oui, d'un nouveau mouvement qui... Un nouveau mouvement qui... C'est le même que l'ancien. Non, pas du tout. Qui sera porté... Mais non, qui sera porté sur les fonds baptismaux jeudi, qui s'intéressera beaucoup au quartier populaire, qui s'intéressera à la lutte contre la discrimination. J'aime beaucoup vos rires, mais j'espère que ce sont des rires d'adhésion. Ah non, bah écoute, alors Pierre-Henri, moi je vais te dire une chose. J'ai dénoncé La République En Marche et ses pratiques dans mon département. Oui, j'ai été victime de discrimination puisque sur les 12 signataires, il n'y a que Morad et Karim qui ont fait l'objet d'une mesure disciplinaire et de l'exclusion. Les autres n'ont même pas été convoqués à quoi que ce soit. Mais moi, donc si tu me dis que le nouveau, c'est le même que l'ancien, donc ça veut dire que le nouveau... Je ne sais pas de quoi tu me parles. Mais Karim, je ne sais absolument pas de quoi tu me parles. Tu me parles de la République En Marche. Je n'ai jamais adhéré à la République En Marche de ma vie et je n'ai toujours pas l'intention d'y adhérer. Maintenant, il y a une présidentielle qui est importante pour le pays. La gauche a décidé d'être absente de cette présidentielle. Et moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne veux pas de l'extrême droite qui est à plus de
35% dans ce pays. Je ne veux pas plus de la droite dite républicaine qui s'évertue à copier cette extrême droite chaque jour. Donc oui, je soutiendrai le président de la République s'il se représente. Voilà, ça c'est clair. Mais ce qui concerne le mouvement, c'est un autre mouvement auquel je vais participer au lancement avec d'autres. Tu as d'ailleurs un poste de ministre, des noms. Pierre mais moi, le problème, c'est que moi, je ne vise rien du tout. Mais c'est vrai. Pierre, mais moi, je ne vise rien du tout. Okay. Je m'intéresse aux gens pour lesquels je travaille depuis 40 ans. Voilà. Et si je peux améliorer leur sort, tant mieux. Mais excusez-moi, je ne cours pas après une circonscription, ni un poste de ministre. Tout va bien. Eh ben on reparlera volontiers du mouvement. Bien. Alors, Nadia. Avec plaisir, Karim. Nadia. Oui, mais moi je pense qu'ils votent par défaut, comme beaucoup de Français ont fait ces décennies. Par défaut, mais qu'est-ce que ça m'attriste ça? Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, j'ai le cœur à gauche, ouais. mais la gauche a explosé en vol et on ne s'y reconnaît pas. Faites attention à Mélenchon, hein. Faites attention à Mélenchon, les amis. Mis à part un revival et une renaissance sur un malentendu, je ne vois pas. Oui. D'ailleurs, chez Hanouna, je l'ai pas trouvé bon. Hein. Alors que la première fois avec Zemmour, je l'avais trouvé pas mal. C'est l'émission qui veut ça, mon cœur. Là, je l'ai pas trouvé bon, sincèrement. Et en plus, c'est le principe de l'émission qui veut ça. Le cirque de Face à Baba. Qui abaisse en permanence le débat politique, il faut être d'une naïveté confondante pour aller se perdre dans ce type d'émission, vous savez, où on met des nouilles dans le slip des... ouais, mais c'est un très bon score, hein, Pierre. Hein. Très bon score d'audience. 1,9 million. Oui, bah oui, 1,9 million. Et première sur les 25-49 ans. Comme disait. Et alors, c'est la mesure d'audience n'est pas une mesure de qualité. C'est pour les patrons de chaîne, Pierre. Christophe, comme disait Nanar, la politique c'est sérieux. Ouais. Et on a transformé le fond en forme. Bernard Tapie. Nadia, oui, ça n'a toujours pas fait de sommaire. Non, mais de toute façon, merci, parce que tu penses à moi, vive la... Ah oui, non, ça va être difficile. Non, mais t'inquiète pas. Là, en plus, je vais avoir un problème d'audition à la fin de l'émission. Moi aussi, ça commence déjà. Elle a débranché nos micros, elle a débranché nos casques. Nadia, vas-y. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas dupes. Nous ne sommes pas dupes, parce qu'on est un con, on va dire, mais nous ne sommes pas dupes. Aujourd'hui, les médias, on va dire télé, ce ne sont pas des médias où il y a c'est des médias où il y a des partis pris. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est télé, c'est pas crédible. Aujourd'hui, on a l'émergence de moyens de communication via le web où on peut s'exprimer, avoir des vrais débats avec des personnes qui poussent le débat. Bon. Aujourd'hui, la télé, non. Allez, voici le programme pour aujourd'hui, les amis. On va parler d'une petite phrase qui est passée quasi inaperçue, les amis. C'est signé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui nous a parlé des devoirs avant les droits. Est-ce que le projet Macron auquel aspire Pierre-Henri vous inquiète-t-il ? On en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis alors, vous l'avez peut-être suivi, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias français, peut-être pour cause. S'agit-il d'une humiliation ? Le Mali qui expulse l'ambassadeur de France. Notifier la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. 72 heures pour quitter évidemment le Mali, l'ambassade de France. S'agit-il d'une humiliation pour la France? La France doit-elle rapatrier immédiatement les soldats et mettre fin à cette opération? Qu'en est-il des relations du Mali entre la Mali et la France? Parlons-en, on va en parler tout à l'heure évidemment. Et sans oublier le zapping, les enfants, dans un instant, avec du Jean-Marie Le Pen, du Zemmour et plein d'autres trucs très sympathiques. Voilà. Et tout de suite, voici le quiz. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. C'est bon, vous avez fini votre cirque avec les casques et les micros là, c'est bon ? Il y a un problème.
problème. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, de C'est mon quoi le côté, problème? J'ai un micro où le casque ne fonctionne pas et l'autre micro où tu me dis que tu entends mal, mais le casque fonctionne. Mais il faut juste baisser les casques parce que sinon ça fait de l'arsène. Faut tout leur expliquer, c'est incroyable. Allez, c'est parti le quiz. Baissez-moi le son des casques, s'il vous plaît. Pierre-Henri. Ah ben moi je fais rien, c'est Nadia qui continue à tout retourner sur le studio. Voilà, Master of Ceremony. Bon, Hein? alors on y va avec mes petites questions les enfants. Ouais. Première question. Quel médicament a été inventé en 1899? C'est un médicament que je suis obligé de prendre à chaque fois que je suis en émission avec vous. L'aspirine. Voilà, bonne réponse. Merci Karim. Oui. Bah oui. Facile. Oui. Elle est bonne. Deuxième question. Action coup de poing dans la nuit de dimanche à lundi contre le QG de quel candidat? Zemmour. Oui. Mené par SOS Racisme et les étudiants juifs de France, avec des pancartes qui indiquaient Vichy n'a pas protégé les juifs français. Zemmour, candidat du négationnisme. Voilà. Ça c'est fait, il a été repeint. Alors, Oui. 2-1 pour moi. Non, un par Elle valait 2 points cette question. Il est fou, hein. Ça y est. Ton mouvement commence pas. Oui, le mouvement commence à lui monter à la tête. Hein. Oui. Tu vois, le 10 avril, là, il commence à flipper. Hein. Troisième question, 2006, publication des caricatures du prophète Mohammed, vous vous en souvenez, qui avait provoqué la colère dans le monde musulman en 2006. Dans quel journal Charlie français? Hebdo. Non, Charlie madame. Hebdo. Non, monsieur. Le Non, Monde. attendez, Dans laissez-lui quel poser sa journal question. français? Le Monde. Non. Attends, laisse-le Figaro. poser sa Le question. Figaro. Dans quel journal français ont été-ils publiés? Figaro. La Croix, Non. Libé. Non. les Échos, Non. L'Express. Le Monde. Non. L'Express. Non. C'est un truc qui se passe le soir. François. Merci Karim. François. Non, bonne mais réponse. non, tu lui as donné la 2-1. réponse. Non, tu lui as dit mais le depuis soir. tout à l'heure. Mais voilà, C'est Laval du favoritisme. a un parti pris. C'est du favoritisme. Ouais, absolument, on va dénoncer cela. Christophe, tu es un excellent animateur, continue. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut Quatrième entendre. question. Le directeur des événements Oui. de quel candidat a été accusé de viol? Zemmour. Zemmour Oui. encore. Ouais. Et c'est Olivier Béda. La plainte a été déposée contre lui le 9 décembre dernier. L'accusé évidemment conteste formellement cette accusation et il a déclaré qu'il s'agit d'un coup monté pour saboter, pour salir la campagne d'Éric Zemmour. 3-1. C'est ça. Ouais, mais c'est. Christophe, continue. c'est un Ne te laisse pas questionnaire. Non, mais déborder. il avait les Vas-y. questions. Oui, par il a- avance. Cinquième question, je cherche un chanteur. Oh. Jean-Luc Lahaye. Non. Là, il chante à la santé en ce moment. Jodassin. Non, un Non, chanteur, non. producteur et patron d'une célèbre revue, Oui. né en Égypte en 1939. Claude François. Claude François, bonne réponse. Il y avait une émission sur lui il n'y a pas très longtemps sur l'héritage. Et la revue s'appelait Podium. Podium, Il est mort le exactement. 11 mars 1978 dans sa Dans son baignoire. bain. Voilà, Ouais. paraît-il. Enfin, Paraît-il. Oui. Exactement, paraît-il. 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 Exactement. Pourquoi vous remettez en doute ça Ah non, mais Non, mais c'est pas bien. qu'est-ce Non, c'est pas bien du tout. Quatre, qu'est-ce un. qui augmente d'environ 2% aujourd'hui? Quoi? Qu'est-ce Le qui a SMIC. augmenté Non. d'environ 2% L'électricité, minimum le vieillesse. gaz. Péage, Le gaz, péage, non, c'est péage. le Ah, les péages d'autoroute. Péage. Oui, merde. Bonne réponse Nadia Chérif, péage. Moi, ça. C'est pour toi, ma Nadia. Ah, merci. Ah, il fallait bien marquer ton 4, petit point. 1, 1. Dernière question, je cherche une journaliste animatrice de télé. Elle est née la même année que moi en 1977, née à Rennes. Et elle est aux commandes du journal de TF1. Vas-y. Je regarde pas, moi. Si. Ben non, La pique. Non, Non, là, TF1. Des yeux très verts, clairs. oui. Chazal. Non. Elle a remplacé Jean-Pierre Pernaut. Oui, bah je vois Non, bien. c'est pas elle. Comment ça, c'est pas elle? Non, c'est pas elle. Elle a pas remplacé Pernod, elle est plutôt le week-end, celle dont je cherche. Non, je vois pas. Elle a pas les yeux verts, alors. Oh, Ah, bah, ouais, tu sais, hein, avec les lentilles, maintenant, on peut On changer. peut faire les ce qu'on yeux, veut. Ouais. La couleur des yeux. Elle a un Ouais, prénom c'est vrai. composé. Quoi? Marie-Sophie Lapix. Non, elle a un Non. prénom composé. Non, mais j'ai déjà dit Prénom la pix. Marie-Sophie. Ah oui, c'est vrai. Ah, quand même. Moi, je laisse la réponse pour Nadia, Oh. qu'elle Non, termine non, pas mais dernière. Quel non, sexisme, Aïe, 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 ce merci, Karim. merci, mais non, je vois pas. Bon, donne-lui je la sais pas. première lettre ou un mot ou un... Bah, A. Anne, quelque chose. Oui, Anne, mais Anne comment? Anne-Claire. Anne je sais de... pas. Anne-Claire... Non. Anne de- Oui, Anne-Claire. Chazelle. Non, mais non, n'importe quoi. Anne-Claire Coudray. Oui, pas la réponse.
Je te rappelle que je n'ai jamais perdu un quiz ici. Ah oui? Ouais. Ah, il est chaud, Karim. Il est chaud patate. Hein. Ouais, Ça t'a fait du bien de perdre des élections à Bondy, finalement? Bah écoute, ça m'a remis un peu les pendules à l'heure et à la réalité du terrain, voilà. Bon, la politique, tu continues ou tu lâches, là? Oh bah écoute, moi je continue en tout cas à m'occuper des gens, c'est ce que j'aime faire et ça m'arrêtera pas, tu sais, on n'a pas besoin d'un parti politique ou autre ou d'une étiquette pour aider et être actif, hein, c'est tout. Alors je cherche depuis tout à l'heure le candidat auquel tu fais référence, puisque tu nous as dit que pour l'instant, le candidat que tu aurais choisi n'aurait pas encore ses signatures. Non, j'ai pas dit ça. Ah bah c'est ce que tu allais entendre. Tu vois, alors là tu fais ton journalisme... Non, parce que tu as dit, je te répète... J'ai dit, pour l'instant... le candidat annoncé, sachant que, pour l'instant, on ne sait pas qui a ses signatures ou pas. Voilà. Ah bah on le sait plus ou moins. On sait que le président sortant les aura sans problème. On sait que Pécresse les aura sans problème, ou les a déjà. Non, mais pour l'instant, on sait qu'Anne Hidalgo les a déjà. Pour le reste... Non mais je te rassure, je ne voterai pas Éric Zemmour. Et lui, d'ailleurs, il a indiqué qu'il avait 450 promesses de signature. Hein. Ah mais je pense que Zemmour, il les aura, ses signatures. Bah évidemment, c'est les Républicains qui lui filent en dos. Évidemment. Dans un instant, les enfants, le zapping sur France Maghreb 2. Et après, on va s'intéresser, et là c'est sérieux, avec le Mali, la France, le torchon brûle, les enfants. Puisque le Mali, le gouvernement malien demande à donner 72 heures. La junte malienne. Non, mais arrêtez avec la junte malienne. La junte malienne. D'accord, mais c'est le gouvernement malien. Militaire. Oui, mais ça, excuse-moi, mais la junte militaire, pour moi, ça fait très réducteur. Ça veut dire, voilà. Excuse-moi, c'est des militaires qui ont fait un putsch et qui ont déposé un civil qui a été élu démocratiquement. Oui. Ça s'appelle un putsch. Bon, bah écoute. Là, je rejoins Pierre. Oui, on va voir si tu vas le rejoindre longtemps. Restez avec nous, on est de retour dans un instant. Vous avez vu qu'ici, c'est sans langue de bois, les enfants. Voilà, on est bien avec vous. 01 40 39 000 pour prendre part au débat avec nous dans un instant. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en ce mardi 1er février. Ça y est, on y est, au mois de février. Avec Karim Alouache, banquier d'affaires, avec Nadia Sherif, dans le monde de la finance, mais pas que. Et Pierre-Henri qui est bien entouré. Des financiers. Voilà, c'est ça. France Fraternité. Le capitalisme en marche. Ah oui, tiens, tu l'as bien dit, hein. Le capitalisme en marche. Voilà. Oui, là pour faire partie du peuple quand même. On a besoin de nous aussi. On a besoin de nous. C'est pas une tare de travailler dans la finance. Une économiste en finance, ça n'existe pas. Je te rappelle que ton président, cher Pierre-Henri, vient d'où? Mais moi j'en suis fier. Pierre-Henri, ton président vient d'où? De quel monde? Mon président, le président des Français, tu veux dire? Oui, enfin... oui. Je sais qu'il y a une maison au Touquet, et je crois qu'il vient de la Non, il n'a pas travaillé un truc chez Rothschild, tout ça? Oui, ouais, mais alors attendez. Et il faut regarder, il a très peu travaillé dans la banque. Très peu. Oui. Ouais, enfin, c'était un... Non, mais vraiment très peu. Un trader, c'est ça? Un trader? Non, pas du tout, il était banquier conseil. Banquier conseil. Ah oui, il a très bien conseillé. Il a travaillé dans la banque privée, mais très peu. Mais c'est pas une tare de travailler dans la banque. Oui, allez, on s'en fout. Passons aux zappings. Il y a pire. Les zappings. Oh! Est-ce qu'on a l'air malheureux? C'est au meilleur d'entre par contre, ça a l'air d'aller bien. Oui, par contre, vous allez vous discipliner, je vous le dis tout de suite. Parce que là, ça va pas le faire. C'est quand même moi le patron ici. Je sais pas s'ils vont terminer l'émission, ceux-là. Mais comment tu vas te terminer sinon? C'est Pierre-Henri qui fout le bazar. Vous comprenez pourquoi je suis obligé de prendre des aspirines à chaque fois que je termine l'émission. Tu as dit que c'était Karim? Ouais, non, j'ai pas dit que c'était Karim, j'ai dit que c'était vous trois là. Est-ce que vous connaissez Marc Fauvel, journaliste sur France Info, qui a décidément presque failli quitter le plateau de sa propre interview face à Christiane Taubira, qui est très sur la défensive là pour le coup. Vous avez vu quand même les résultats de M. Jadot et de M. Mélenchon. Qui arrive juste derrière vous. Donc ça montre qu'il y avait toutes les sensibilités. Mais eux n'avaient pas appelé à voter. Parmi les électeurs. Ils n'étaient pas volontaires pour être candidats à cette primaire. Ils n'ont pas fait campagne à cette primaire. Vous comptez faire toute l'émission sur ce que pensent mes concurrents. C'est le principe d'une interview. Christiane Taubira s'est apporté du contradictoire. Mais si vous voulez parler pendant 20 minutes, allez-y. Non, c'est pas que je vais parler pendant 20 minutes. Voilà, il voulait quitter le plateau parce que Madame Taubira était assez sur la défensive. Bon, elle a gagné, elle a eu la mention assez très bien. C'est critiquable d'avoir ce type de mention vis-à-vis. Non mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de résultat, c'est que des mentions, on se croira au bac. Voilà, exactement. Franchement, au bac, t'es gentil. Oui, c'est l'entrée en 6e. Non mais la primaire populaire, c'est une immense farce. Parce que c'était une bonne idée, éventuellement, pour rassembler la gauche, mais ça s'est terminé en une farce affreuse.
globalement, les primaires, c'est la plus grosse connerie. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On veut donner un semblant de transparence et de démocratie alors que ça l'est pas du tout. Et on a vu le fiasco en 2017 de la primaire à droite parce que je pense que si Juppé avait été le candidat de la droite, il avait de très très fortes chances de gagner. Vraiment de très très fortes chances. Il faut arrêter ces primaires, c'est une connerie. On peut pas se taper sur la gueule et ensuite aller se rassembler en disant ouais c'est le meilleur candidat parce qu'il a gagné une primaire. Oui. La deuxième chose, c'est quel sens donner à une primaire où les électeurs ne sont pas des militants et avec des candidats qui ne sont pas candidats à cette primaire. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est complètement fou, ça n'a pas de sens. On les a forcés à se positionner alors qu'ils n'ont rien demandé. Ils ont dit au contraire. Jadot dit je suis pas candidat, il a pas à être dans le truc. Maintenant, ce que je trouve et puis je vous fais remarquer une autre chose, c'est que cette primaire s'est déroulée sans débat, sans le moindre débat. On ne sait pas sur quoi. Et Hidalgo, elle a redoublé là pour le coup. C'était payant ou pas oui, c'était 1 euro, je crois. Ah oui. Bon. Ouais. Et on pouvait voter 3 fois avec la même carte bleue. Donc si vous aviez 3 cartes bleues, vous pouviez voter 9 fois. Bravo. C'est démocratique. Hein. Absolument. Bon, Christophe, tu disais, pardon. Je disais, Anne Hidalgo est à redoubler, elle. Elle est à la 5e place de ce machin passable moins. Oui, mais elle pense à la remontada. Ouais, c'est pour ça que Arnaud Montebourg, d'ailleurs, a rejoint Anne Hidalgo. Alors, vraiment, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Hein. Non. Moi, ce que je vais vous dire, sincèrement, derrière tout ce qu'on voit, cette mascarade des primaires, se jouent les législatives, en réalité. Mais c'est le coup d'après. C'est surtout ça. Non, c'est surtout ça. Ils vont revendiquer, moi, je pèse tant, donc dans tel canton, dans tel circo, tu me laisses un tel. C'est ça. C'est ça, la politique aujourd'hui. Oui, c'est la gamelle. C'est dramatique, parce que c'est pas comme ça qu'on va baisser l'abstention. Bon, et pendant ce temps-là, Éric Zemmour joue à domicile. Il était l'invité de CNews chez Pascal Praud. Et lui, il est sûr d'être au second tour. Écoutez. Ah, je suis sûr d'être au second tour. Bon, face à qui d'ailleurs? Je pense Emmanuel Macron. Et c'est logique d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a là les deux visions de la France qui s'affrontent pour les 20 ans à venir. Ah, carrément. Il est persuadé d'être au second tour. Vous le croyez ou pas? Il a le droit de dire ce qu'il veut. Et puis en même temps, ça fait partie de sa stratégie depuis le début, d'être hyper confiant. Ça s'appelle la méthode Coué. J'y crois. Bon. Alors moi, je dirais pas qu'il est hyper confiant. Je dirais que c'est le système en France. Et puis moi, je dis que les Français ont les élus et les politiques qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'en France, quand tu matraques quelque chose... Comme disaient certains, c'est pas parce que tu as une grande gueule que ce que tu dis est la vérité. Quand tu matraques quelque chose, tu en fais une vérité. Voilà. Pierre-Henri, est-ce que Zemmour peut être au second tour face à Macron? Il est sûr. Je ne pense pas un seul instant. Mais le drame de la candidature Zemmour, c'est qu'elle est venue insinuer encore un peu plus dans la tête des Français un sentiment de révisionnisme, de xénophobie. Et puis surtout, Zemmour, c'est la plus grande entreprise de banalisation de la candidature de Marine Le Pen. Quand vous regardez aujourd'hui... Il la rend sympathique. Elle est d'une banalité. Elle est inoffensive face à lui. Elle est ronde, mais... De quoi ronde? Pas le physique. C'est pas bien. Pierre-Henri, c'est pas bien. Karim, je ne parle pas de ses Pierre-Henri, c'est pas bien. Je ne parle pas de ses formes. Je m'en fous des formes de Marine. Tu sais qu'elle était avocate à Prague quand même. Vraiment. Non, simplement... Bien joué. D'ailleurs, tu l'as pas côtoyé pour les réfugiés ou les demandeurs d'asile? Mais enfin, le grand remplacement, c'est une thématique que Marine Le Pen porte depuis 2013-2014. C'est une thématique récurrente pour faire peur aux Français depuis des décennies. Et donc, de ce point de vue, l'extrême droite, qui est aujourd'hui à 35%, doit quand même inquiéter tous les démocrates de ce pays. Et face à une gauche explosée, inexistante, qui a décidé de jouer la présidentielle de gauche, mais pas la présidentielle pour le pays, eh bien, je crois que raisonnablement, il faut être pragmatique et choisir d'éviter le pire. Bon, puisque vous parlez de Marine Le Pen, vous savez qu'en ce moment, elle subit quelques défections au sein de son mouvement. Mais c'est Dallas. Et il y en a un qui lui a quand même apporté son soutien, il s'appelle Jean-Marie Le Pen, son père. Il en profite d'ailleurs pour glisser un petit conseil pour Marion Maréchal. Écoutez. Les procédés
assez déloyaux, parfois utilisés par un certain nombre de gens, m'ont poussé à anticiper en quelque sorte ma décision. Et j'ai annoncé que je soutiendrai Marine Le Pen. Quel conseil vous donneriez à Marion Maréchal pour les jours et les semaines et les mois et les années à venir? Un conseil? De penser à son mariage et à la naissance de son enfant. Voilà ce que je lui conseillerais, puisqu'elle s'était écartée de la politique, eh bien, d'attendre un peu d'y revenir efficacement. Ah, le petit tacle signé du grand-père, là, hein. Voilà, oui, ça s'adresse à son électorat catholique conservateur. On lui dit, quand même, Marion Maréchal, là, elle n'est pas tout à fait dans les clous, hein, voilà. Mais ça, c'est la famille Le Pen qui règle ses comptes en direct avec la France. Oui, mais c'est franchement, la famille Le Pen... J'en ai marre, ça fait 30 ans que ça dure. Oui, mais il y a 20 ans, on a eu la même chose avec sa fille qui est sortie et qui a pris Maigret avec... Maigret qui a rejoint Zemmour. Hein, voilà. Mais tous les vieux du club de l'horloge qui le reconstituent. Il y a quand même des choses fortes. Il y avait la rupture entre Marine et son père, la dédiabolisation du Front National, qui est devenu Rassemblement National. Elle a été bien faite, d'ailleurs peut-être trop bien faite aux yeux de certains, donc on voit arriver Zemmour. Moi j'ai dit depuis le début, pour moi Zemmour c'est un lièvre, et il court pour quelqu'un. Il court pour un ou une candidate, mais il court pour un candidat, et je suis d'accord avec toi, il n'ira pas au second tour. Bon. Mais il aura suffisamment de réserve de voix pour faire gagner quelqu'un. Alors, sujet beaucoup plus sérieux que les défections de chez Marine Le Pen, ça se passe, vous savez, le scandale des EHPAD de Orpea. Écoutez le témoignage d'une femme dont sa maman est dans cet établissement et son témoignage est glaçant, c'était chez BFM TV, écoutez. On nous a dit que parce qu'elle ne souffrait pas, parce que les personnes âgées ne ressentaient pas la douleur. Dixit, c'est exactement mot pour mot ce que la directrice de cet établissement m'a dit. Maman serait donc restée 24 heures avec les 2 jambes cassées, dans d'ignobles souffrances, et personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Elle aurait enjambé la barrière de son lit en pleine nuit. Maman était en fauteuil roulant, ne pouvait absolument pas se mouvoir et d'autre part était sous somnifère. Mais c'était impossible. C'était impossible. C'était matériellement impossible. J'ai reçu une lettre commandée avec AR 3 jours après me disant que la responsabilité de la chanterelle n'était absolument pas engagée. Je vais porter plainte pour maltraitance, non-assistance en personne en danger et homicide involontaire. Témoignage glaçant de cette femme qui raconte donc le calvaire de sa maman dans cet établissement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'elle a mis 3 jours pour avoir la réponse. Et je ne connais pas la vie de cette personne. Et si sa mère est là-bas, c'est qu'il y a des raisons et qu'elle n'a pas pu s'en occuper. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très dur de s'occuper des aînés et des enfants, etc., etc. Mais nous avons un devoir vis-à-vis de la société et de nos aînés. Il faut regarder la société en face. On est en train de courir après tout et on oublie l'essentiel, c'est-à-dire nos familles, nos liens. Et on peut trouver des façons justement de faire en sorte de les protéger. Il n'y a aucune loi qui protège nos anciens, il n'y a aucune infrastructure qui est créée dans le public, parce que privatiser, administrer, comptabiliser, rentabiliser dans ce pays, ça suffit, il y en a marre. Ouais. Ça suffit. Alors, je pensais qu'il y avait beaucoup de gens, et vous savez que dans la culture, par exemple maghrébine, Nadia, les vieux, on les garde à la maison, on s'en occupe. Ici, c'est peut-être différent, et puis maintenant... Alors c'est vrai que c'était vrai il y a 40 ans, il y a 50 ans. Maintenant, les choses ont un peu évolué, puisque pour la plupart des couples, les deux travaillent, et il n'y a pas forcément le temps de s'occuper d'une personne qui est dépendante. Donc, on donne des jours, la société donne des jours de RTT pour s'occuper des parents. On peut trouver c'est pas facile, Nadia. Mais n'en doute pas. Mais pour le coup, on donne des sommes absolument incroyables à ce genre d'établissement, pensant leur faire confiance, et voilà ce qu'on assiste, quoi. Le pire scandale. Christophe, c'est assez simple. Alors, il y a des choses qu'on entend qui sont fausses quand même. Ce ne sont pas les fonds d'investissement qui sont responsables de ça, parce que les fonds d'investissement, ils investissent, ok, mais ils ne sont pas là pour contrôler et je dirais, ils mettent à la tête des groupes des gens pour gérer. Moi, j'ai appris une chose. Alors, d'abord, c'est pas une nouvelle, c'est pas une info de savoir qu'il y a de la maltraitance dans les maisons de retraite, mais il y a de la maltraitance aussi dans les centres pour handicapés, etc., etc. On le sait. Le problème dans ce pays,
c'est que l'État s'est désengagé pour confier ça à des associations notamment, à des structures privées. Et ces structures ne sont pas. C'est le problème de ce pays-là. Il y a des règles, mais il n'y a personne pour les contrôler. Il n'y a personne parce qu'il n'y a pas de moyens pour le faire. On a appris que cet EHPAD-là dont on parle, il devait avoir un contrôle, et 3 jours avant le contrôle, tout est nickel, tout est fait. Clairement, ils étaient informés, et le contrôle a duré 10 minutes. C'est pas normal, je veux dire, c'est pas normal. La deuxième chose, tu as raison, il n'y a pas de loi qui protège nos anciens. Et ça, les candidats à la présidentielle, il va falloir qu'ils sortent des lois. C'est un droit de vieillir tranquillement dans ce pays-là. Ouais. C'est un droit. Pierre, les EHPAD, j'espère que tu ne connaîtras pas, toi, l'EHPAD. Comment répondre ? Tu peux m'expliquer cette remarque, cette saillie là je connaîtrais pas les EHPAD. Écoute, je te fais remarquer qu'à nous, ils n'ont pas posé la question. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Il est omnubilé par l'âge. Le mien ne me pose aucun problème. Mais pour revenir. Sartec, Pierre. Quoi ? Sartec, ça veut dire bravo, bien, félicitations. En plus, il a le look du skieur. Dans le sketch de Gad Elmaleh, là, le blond. Ah oui. Oui. Les auditeurs ne nous voient pas, mais c'est exactement ça. Alors oui, donc les EHPAD, le scandale, mon Pierre. Bien sûr, le scandale avec des groupes qui ont investi dans le grand âge, qui ne sont absolument pas contrôlés et qui distribuent des dividendes à des actionnaires, mais ces dividendes, c'est la marge qui est réalisée sur le bien-être de nos aînés. Il faut quand même imaginer qu'une place, on n'est pas dans les structures de ce groupe, c'est environ pour certaines 8 000 € par mois. Combien ? Donc 8 000 €. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. C'était 12 000 minimum. Oui, c'est super cher, effectivement. C'est de la folie furieuse. Bon. Et donc il faut évidemment contrôler, réguler, etc. Et si le groupe pense s'en sortir simplement en changeant de DG, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Il a été convoqué d'ailleurs nouveau directeur par le gouvernement. Dans un instant, la France a-t-elle été humiliée au Mali ? On en reparle dans un instant. Nadia Cherif, Karim Alouache, Pierre Ronry sont avec nous aujourd'hui avant de parler toujours. Avant de parler du Mali. Avant d'aller vers les EHPAD. Avant de parler du Mali et de l'humiliation qu'aurait subi la France, c'est la question qu'on pourrait se poser avec cette demande malienne de demander à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et lui laissant ainsi 72 heures, le gouvernement français obligé de rappeler donc son ambassadeur. J'aimerais avoir votre avis sur la petite polémique à la suite du reportage de M6 Zone Interdite et de 2 personnes qui ont, à la suite de ce reportage, été placées sous protection policière. Amine El-Bailly, d'un côté, celui qui a un peu dénoncé la mairie de Roubaix, et Ophélie Meunier, qui est la journaliste présentatrice de ce reportage. Ma chère Nadia, qu'en penses-tu de ce reportage, pas en tant que tel, parce que bon, après, chacun pense ce qu'il veut, mais du fait quand même que dans ce pays, quand on dénonce des choses, on soit menacé, etc. Et que fait l'État ? Je veux dire, quand il y a des personnes qui sont menacées, qu'est-ce qu'ils attendent pour les arrêter ? Je veux dire. Tout à fait. Mais on est dans un état de droit, on a des libertés. Hein, on a le droit de dire ce qu'on veut à partir du moment où on n'agresse pas. Et c'est pas de la diffamation non plus. Donc que ces personnes aient fait un reportage qui froisse ou qui gêne, écoute, la France est connue aussi pour ça, pour dire ce qu'elle veut. Mais elles ont le droit à une protection et elles ont le droit à être en sécurité. On n'a pas à les menacer, mais ce ne sera ni les premières ni les dernières personnes. Oui, mais moi, Nadia, quand on est menacé dans ce pays, on va devant la justice, on porte plainte et on retrouve tout de suite les individus, on les met au placard. Moi, j'ai envie de te dire que c'est à géométrie variable. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont eu une sécurité parce que l'État a agi directement. Elles n'ont pas eu besoin de passer devant les tribunaux. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bon, Karim. Écoute, moi, de toute façon, toute menace à un individu, je trouve ça scandaleux et inacceptable. Et il ne faut pas attendre, je dirais, un drame ou autre pour agir. Il y a aussi beaucoup de violence sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je trouve
comme vous le saviez, on était en campagne la semaine dernière, il y a une chose sur les réseaux sociaux qu'il faut faire absolument, il faut interdire les comptes anonymes. C'est pas normal que... Ça, je suis assez d'accord. Il faut les... Enfin, voilà, tiens, un message pour les législateurs, l'Assemblée nationale. Votez une loi, on interdit des comptes non identifiables et non identifiés. Là, pour l'instant, ils sont sur le voile, hein, ils peuvent pas être partout. Bah ouais, mais écoute, non, mais franchement, je trouve ça scandaleux, honteux. C'est même devenu un outil de propagande. Tout le monde, on a tous été victimes d'insultes, d'informations mensongères, de railleries de gens qui se donnent des faux comptes, des faux noms, ce que j'appelle moi les trolls. Et ça, c'est pas acceptable. Il n'y a pas que ça. Moi, tu peux aussi entendre que quand tu mets ton vrai nom, exemple, tu retrouves des gens qui réussissent à trouver ton identité, où tu vis ton numéro de téléphone, etc., alors que tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, et c'est juste une agression gratuite. Enfin, moi, la seule fois où j'ai été menacé, c'était par la Ligue des danseuses juives, la LDJ. Là. Mais c'est même sournois, c'est quand même. Puis c'est très lâche, de la manière dont maintenant, t'es journaliste, Enfin, le sujet, il est pas là. Et puis, ça fait partie des risques du métier. On peut pas aujourd'hui, dès qu'on ouvre la bouche, avoir une pression extérieure de se faire menacer. Sinon, dans ce cas, on fait plus rien. Et puis, la deuxième chose, c'est que il y en a qui ont fait quand même sacrées choses, qu'on dise certaines choses et qui eux. Sont tranquilles, c'est complètement débile. On peut pas être dans ce rapport de force. En tout cas, moi, je suis contre cette violence. Pierre-Henri. Oui, la haine en ligne, la haine dans la vie réelle, la haine partout, c'est pas possible. Il y a des règles du jeu autour du vivre ensemble et normalement la démocratie nous permet de vivre en commun, de partager nos désaccords et de le faire de manière civilisée et courtoise. Voilà. Voilà. Alors sur la question de l'anonymat, évidemment, ces courageux anonymes qui sont derrière un clavier, qui insultent à longueur de journée, qui lancent des menaces de mort, c'est insupportable. Simplement dire que on veut supprimer l'anonymat des comptes, on peut le dire, c'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous dépendons de plateformes que nous ne maîtrisons pas du tout. La plateforme Twitter, la plateforme Facebook, TikTok et autres, on n'en a pas le contrôle. Donc, en fait, ça revient mais tu peux faire pression auprès de cette plateforme, Pierre. Ça revient à dire que nous voudrions mettre en place, et pourquoi pas, une plateforme européenne avec un certain nombre de règles qui régulent évidemment les réseaux sociaux. Moi, j'y suis favorable. Après, il faut voir économiquement comment on fait. Mais c'est vrai que cet anonymat est insupportable. Et puis, évidemment, plein soutien aux journalistes, quelles que soient les différences que l'on peut avoir sur telle ou telle appréciation que l'on peut avoir sur tel ou tel compte. Farid de Courbevoie est avec nous. Salut, mon Farid. Salut Christophe et tes collègues aussi. Salut mon Farid. C'est vrai que c'est condamnable, il ne faut pas insulter des journalistes. Peut-être être clair. Qu'est-ce qui Attends, bouge pas Farid. Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoute Farid. Je veux bien l'écouter s'il parle. Il parle. Tu l'entends pas, j'y peux rien moi si ton casque il marche pas. Farid, attends, excuse-moi, on règle un problème avec Pierre là parce qu'il est sourd en plus. Voilà. Bon, alors vas-y, on t'écoute mon Farid. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut condamner. C'est vrai, on n'a pas insulté ou menacé. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais d'un autre côté, c'est que on humilie par rapport à ce reportage les musulmans, on les met à l'amende. Et moi, mis à part la France insoumise qui en parlait un petit peu, j'ai pas vu de représentants musulmans dire oui, voilà, il y en a marre de taper tout le temps sur les mêmes. C'est ça le truc, c'est que on veut bien défendre les autres d'un côté, mais qui est-ce qui défend la communauté musulmane ? Personne. Communauté musulmane, pardon, mais elle est diverse d'abord. C'est pas un bloc. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? La communauté musulmane, elle est diverse. C'est pas un bloc. Et ce qui a été dénoncé à Roubaix sur un certain nombre d'aspects, il fallait le faire. Quand on vend des poupées, sans visage dans un magasin, pardon, mais ça, c'est l'éloge
de l'ignorance. C'est absolument scandaleux qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Pierre, il y a un truc qui aurait été pays. bien de faire dans ce reportage, je sais Oui. pas ce que vous en pensez, effectivement de montrer ce qui s'est passé avec ces poupées, et d'aller voir ensuite un imam, pour qu'il puisse nous dire si vraiment ce genre de choses c'est véridique ou pas. Et là, ça aurait été intéressant. Mais bon, Pierre, j'ai envie de te répondre à la chose suivante. Toutes ces dérives auxquelles on insiste et que l'on dénonce dans les reportages successifs, d'ailleurs dans un temps bien choisi, à quelques jours d'une élection, c'est entièrement la faute de l'État. Que fout les renseignements? Que font l'État qui a laissé faire ce bordel? Je veux dire, prospérer des... Bon, je vais me taire parce que sinon je vais m'attirer des problèmes, mais au bout d'un moment, il y a une responsabilité de l'État en premier lieu. D'accord. Oui, mais ça, c'est l'histoire Donc des tu es pour banlieues qu'on et des ferme ce zones type de magasin, c'est ça? Si on doit le fermer et s'il y a des raisons sérieuses de le fermer, qu'on les ferme, c'est tout. Je veux dire, moi je suis pas là pour dire défendre quoi que ce soit, mais l'État n'a pas fait son boulot. mais dire. C'est pas l'État qui n'a pas fait son boulot. Ouais, mais attends, Christophe, tu C'est m'écoutes? un certain nombre de prédicateurs qui vendent de la haine en Mais permanence. on les a laissés faire, Je Pierre, arrête t'invite- tes bêtises. Je t'invite à lire. Bouge pas, à on ce est de retour propos, dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Bouge pas, mon Farid. Le LGF, merci d'être avec nous. On s'est fait couper par la pub à cause de Pierre. Bah oui. Non, mais tu sais forcément, mais je voudrais revenir sur les propos Oui. de la Fondation de l'Islam de France Oui. à propos de Khaled Belcher. ce qui a beaucoup choqué dans ce reportage. Ils écrivent la chose suivante, et c'est notamment Benchek, le président, qui écrit cela, Oui, que Khaled des jouets Belcher. destinés aux enfants, symboles de la vie, en arrivent à être privés de visage, dénotent un obscurantisme que nous dénonçons fermement. L'imaginaire des enfants doit être nourri et non mutilé et obscurci. Éducation et culture sont le visage de notre résistance. Eh bien, voilà des propos responsables et que l'on doit porter à la connaissance du plus grand nombre. Le reste, ce sont des balivernes. Oui, alors le fait que par exemple l'État ait laissé faire, laissé se prospérer des trucs pareils sur le... non mais attendez, vous êtes quand même, c'est quand même fort de café d'entendre ça. C'est extraordinaire. Dans ce pays, on peut faire tout et n'importe quoi sans que l'État ne puisse intervenir. Pierre, arrête tes bêtises. L'autorité, toi, je te vois venir. Non, mais les renseignements, que font les renseignements? C'est Mais extraordinaire. il veille la paix sociale dans ces quartiers Non, mais je veux en dire, se il disant faut arrêter on de va ça. les laisser Bien sûr, s'entretuer entre eux et faire, à la limite, qui va y aller? Oui. Là, malheureusement, des journalistes y sont allés. Mais mis à part ces journalistes, qui va à Roubaix? Oui. Et puis qui va dans ce type de magasin? Voilà, entre bien nous. sûr. Oui, Karim. C'est une histoire que... Karim, effectivement, tu as est-ce raison. que c'est pas la faute de l'État et finalement? Alors, Karim, Non, est-ce mais- que c'est pas un peu la faute de l'État? À une époque, On a laissé des organisations humanitaires aller. Écoutez-moi bien. Non mais à un moment, il faut être sérieux, je veux dire. La mauvaise oui, poisse. il faut être Non, sérieux. mais la mauvaise Un poisse. jour, toi, tu es contre l'État, Non, mais- le lendemain, tu Enfin, es pour Pierre. et tu en demandes plus. Non. Laissez parler Christophe. Vas-y, Christophe. Pierre-Henri, Oui. calmez-vous. Moi, Oui, je fais Christophe. pas du Je en vous même temps, moi, écoute, monsieur. Je fais pas du en même temps, moi. Je Ouais, je vous suis ai concret, compris, moi. Tu vois. Christophe. Je suis dans la réalité. Je vous ai compris. Oui. Non, il y a des organisations humanitaires que je ne citerai pas qui ont été dissous à un moment où l'État avait choisi de le faire. Pourquoi elle l'a pas fait lorsque cette organisation humanitaire faisait de l'humanitaire chez Daesh, à Idlib, en Syrie? On le savait tous. Et cette association a prospéré énormément d'argent. D'accord? Aujourd'hui, on a laissé, et j'ai l'impression, après je me trompe peut-être, hein, j'ai l'impression qu'on a laissé monter volontairement deux blocs, l'extrême droite et ces islamistes tarés là. Pour essayer de monter les uns contre les autres. Non, c'est pas des thèses complotistes. Si. Et quand l'État veut, et elle le fait, à des moments précis, elle l'a fait, peut-être mal d'ailleurs, parce que moi, quand il y a un prêche radical dans une mosquée, on va pas fermer la mosquée, on dégage l'imam en question. Pourquoi priver les autres qui sont de bonne foi et qui veulent simplement aller faire leur prière? Pourquoi on ferme la mosquée? C'est l'imam qu'il faut dégager. Vous êtes pas d'accord avec ça? Je sais pas. Je comprends pas ce principe de on ferme la mosquée. Moi, je suis contre Oui, Karim. tout ce qui est punition collective parce Bah que oui. c'est pas plus injuste. C'est ça, Pierre. Tu faisais des conneries à l'école. Et en plus, ça empêche, Jamais. ça Ah ne oui, c'est vise, ça, ouais. ça ne vise et ça ne touche et ça ne vise jamais les responsables. Bien au contraire. Parce qu'ils sont noyés dans tous ceux qui ont Moi, je pense été, qu'on va fermer l'œil punis. volontairement quand même. Mais, sur beaucoup de choses. Mais Voilà. la deuxième chose, je dirais pas que c'est volontaire. Je pense qu'on a joué avec le feu et qu'ils ont été Et ça nous retombe Mais il y dessus. avait dépassés. d'autres- non, il y avait C'est-à-dire d'autres- que- je non, te non, rejoins, il y avait d'autres priorités. Attends, Il y avait d'autres priorités. Tu sais, j'ai souvent entendu dire, on achète la paix sociale. Ça veut dire quoi acheter la paix sociale? Mais ça veut dire Et à un qu'on est moment tranquille. donné, bah, tu es dépassé par ça. Donc ils le reconnaîtront jamais. On perd notre temps. Maintenant, moi, ce qui me désole,
c'est que j'ai l'impression que dans ce pays, on n'a qu'un seul sujet et on n'a qu'un seul problème. La violence, l'islam. Non, mais on n'a qu'un seul problème. L'immigration. Mais très clairement, l'islam n'est pas le problème de la France. Ah non, c'est pas l'islam. Et entre guillemets, quand bien même on voudrait se débarrasser de ça ou l'éliminer, ça ne réglerait pas les dizaines, les centaines de problèmes de la France. Alors Lounès est avec nous, il nous appelle d'où Lounès? Gentil, alors là je passe tout de suite illico presto. Ouais, Lounès, baisse ta radio d'abord et tu nous appelles d'où s'il te plaît? Ouais, mais je m'entends pas ce que je dis, je vous entends pas. Ouais, bah je m'en fous, mais après ça fait de l'écho, après c'est pas beau mon Lounès. Y a pas de problème. Faut qu'on soit sérieux, tu vois, il faut qu'on arrête d'être une radio, tu vois, radio machin là. Bon, on est une radio sérieuse mon Lounès. Alors, tu nous appelles d'où? Sérieuse et intéressante. Merci mon Lounès. C'est pas méchant, je te fais dire, ces deux petites questions. Je voudrais savoir si Pierre-Henri n'était pas aussi radicaliste que les autres. Bon bref, on répondra à la fin de mon passage. Oui. Mais pourquoi vous ne mettez pas tous, en tant que vous êtes, en avant les musulmans modérés? Pourquoi vous ne parlez pas de Mahomet, l'amour qu'il était? Pourquoi vous faites... À mon avis, je sais pas si c'est le même le tien, Christophe, il n'y a pas un pacte qui a été fait entre l'État et les radicalistes. Mais arrêtez, dites-le. Vous aimez l'islam, vous savez ce que c'est l'islam, vous vous intéressez à l'islam. L'islam, l'étymologie du sens islam, vous savez ce que ça veut dire islam? La paix. La paix. Il vous appelez des musulmans, pseudo-musulmans, des islamistes. Mais non, c'est quoi? C'est des gens qui prennent la paix, les islamistes. Intéressez-vous au sens à ce que c'est l'islam, à tout ce nombre de musulmans qu'il y a en France, issus de l'immigration. Ce sont les Français avec une religion qui s'appelle l'islam, qui n'est que amour, amour, amour. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, mon Lounès, je t'applaudis de 3 mois. Bravo. Voilà. Ciao. Merci mon Lounès. Bon, tu voulais dire un truc à Pierre sinon? Oui, mais là je saisis pas très bien parce que... Ah oui, il a raccroché. Ah bah ouais. Voilà. Il t'a mis un petit tac au passage. Oui, mais et je comprends absolument pas son tac parce que moi je travaille depuis fort longtemps avec la Fondation de l'Islam de France. Je suis un laïc et je ne me trompe pas sur la signification du mot laïc qui signifie liberté de culte, liberté d'avoir une religion, liberté de ne pas en avoir, liberté d'en changer. Donc j'avoue que je ne comprends pas très bien ce que signifie ou veut me signifier ce monsieur. Je ne sais pas, en tout cas... voilà, mais c'est pas grave. On passe à autre chose et j'ai l'habitude. Ah bon? Oui. Arrête de jouer ta victime, mon Pierre. J'ai l'habitude. Si tu voulais comment me transformer en victime, ça serait pas très difficile, puisque à chaque fois que je viens là, je me fais allumer. Pierre. Allez. On t'aime, Pierre. Voilà. Merci, Nadia. J'attendais. Une information importante, plutôt que de la pleurnicherie de Pierre-Henri. Apparemment, il y aura un coup d'État en cours en Guinée-Bissau. Oui, encore un autre. Oui, encore un autre, visiblement. Oui, bon, c'est ce qui m'est signalé à l'instant. Oui, mais c'est dur pour l'Afrique. Voilà. Justement, tiens, on va en parler de l'Afrique avec justement cet épisode entre le Mali et la France. Et le torchon brûle à tel point que à la télé malienne, on a pu entendre ceci hier. Je vous propose d'écouter cet extrait très rapide à propos de l'ambassadeur de France. Lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment. Oui, c'était tenu dans une interview, effectivement, les propos de Jean-Yves Le Drian, c'est ce que, évidemment, le Mali reproche à la France, et donc elle a donné 72 heures pour que l'ambassadeur de France quitte le territoire malien. Est-ce qu'il s'agit là pour le coup d'une humiliation à la veille, qui plus est, d'un sommet important, Europe-Afrique d'ailleurs, qui aura lieu, je crois, dans les tout prochains jours. Pierre-Henri, sur ce sujet, la France a-t-elle été humiliée là pour le coup, et comment doit réagir Emmanuel Macron là pour le coup? Alors moi je voudrais rappeler d'abord ce qu'est le Mali aujourd'hui. C'est 20 millions d'habitants, c'est une fécondité non maîtrisée, c'est une espérance de vie à 58 ans, c'est un
un analphabétisme qui concerne 60% de la population, et on a des militaires qui viennent au pouvoir et qui se lancent dans une véritable fuite en avant, et au mépris de ces engagements souhaitent maintenant conserver le pouvoir pendant des années, 5 ans. Et les voilà qui mettent en demeure la France, qui est venue à l'appel du Mali en 2013. Je vous rappelle quand même comment ça s'est passé. Le président malien a appelé le président français à l'époque et lui a demandé dans ces termes, à peu près dans ces termes, bon, qu'est-ce que vous faites là? Parce que si vous n'intervenez pas dans les heures qui viennent, demain à midi, je suis mort. Il faut rappeler qu'il y avait une colonne de djihadistes, les talibans du Sahel, comme je les appelle, qui descendaient sur Bamako, sur leur mobilette et armés de Kalachnikov jusqu'aux dents. C'est à la demande du Mali que la France est allée là-bas, et pour assurer la sécurité non seulement des Maliens, mais aussi de l'Europe. Bon, aujourd'hui, ce pouvoir illégitime, comme le dit très bien le président de la République, veut dicter sa loi, fait appel à un groupe de mercenaires qui s'appelle Wagner, qui est d'essence russe, et qui viennent au Mali. Pourquoi faire? Pour mettre la main, évidemment, sur les ressources du Mali, qui sont de la bauxite, de l'or, du fer, du nickel, de l'uranium et du lithium. Et moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est que le pays le plus pauvre au monde, et une fois de plus, est en train de prendre sa population en otage. C'est ça qui est terrible. Donc, ceux qui parlent d'humiliation parce qu'on se trouve en campagne présidentielle, mais je vais vous dire, il faut laisser, hélas, la junte malienne vivre avec le groupe Wagner pendant 15 jours, 3 semaines, et puis on va en reparler de la situation. C'est absolument... c'est un regard très franco-français quand même, Pierre, là, mais comment ça, c'est un regard très franco-français? On oui, va quand même pas applaudir un chef militaire qui moi, fait... j'aime pas l'ingérence déjà, mais l'ingérence, mais enfin... C'est au Malien de décider. Il y a un processus démocratique qui a été brisé par des militaires qui viennent au pouvoir, qui sont corrompus comme jamais. La population malienne est pour les militaires. Elle le dit ces derniers temps. Elle le dit. Une partie de la population malienne. Ils vivent la pauvreté. Les présidents successifs travaillaient pour les intérêts de la France et non pas du Mali. La seule chose qu'ils ont, c'est d'avoir ce rêve de partir en Europe. La plupart des personnes qui peuvent partir du Mali meurent sur le chemin justement de l'exil. Ceux qui restent n'ont rien. Donc entre rien et les militaires qui vont sauver justement une paix, parce qu'aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est une paix, c'est de pouvoir aller faire leurs courses tranquillement, de pas se faire kidnapper, de pas se faire tuer, c'est ça qu'ils demandent. Alors j'ai envie de dire qu'en Afrique, malheureusement, et ça fait très mal de le dire, il y a souvent des coups d'État, il y a souvent des putschs militaires. Malheureusement ce n'est pas nouveau, et justement Christophe, tu as dit qu'il y en avait un aujourd'hui. En Guinée-Bissau là, voilà. Actuellement, c'est ce qu'on nous signale. Aujourd'hui, même les Maliens disent laissez-nous. Et de toute façon, à un moment donné, ils vont nous dire venez nous aider quand il y aura un besoin. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'ils reprennent leur histoire en main et qu'ils aient de l'expérience. Alors, quand les Français venaient, le colonialisme, l'histoire africaine, l'indépendance, etc., maintenant, il y a cette phase justement de réappropriation et puis justement faire les choses. Alors on accueille Abdel qui est avec nous avant de laisser aussi parler Karim, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Abdel, bonsoir. Bonsoir. Moi, ça me fait toujours rire, c'est toujours la même musique. Oui, on va là-bas pour le terrorisme, on sait très bien qu'on protège nos hommes de paille qui signent des contrats facilement avec nous, et on protège les dictateurs, et quand ils nous appellent, c'est pour protéger son fauteuil et sa famille, et surtout pas son peuple, et on y va. Par contre, il y a une chose... C'est pas faux, Abdel, oui, c'est pas faux. Excuse-moi, voilà. Mais bon, oui, c'est pas faux.
Oui. Moi, il y a une chose qui m'a toujours trotté dans la tête. Je me dis, mais pourquoi des islamistes voudraient venir, parce qu'on va là-bas pour protéger, soi-disant, la France. Pourquoi des islamistes voudraient traverser la Méditerranée pour aller en France où il n'y a rien, ça n'existe pas, que des chômeurs et pas de matières premières, alors qu'ils ont l'Algérie à côté d'eux, un pays extrêmement riche avec du pétrole, du diamant, de l'or. Non, mais l'Algérie fait le nécessaire. L'Algérie est médiateur pour le coup derrière. Oui. Non, je précise Abdel que l'Algérie a un rôle de médiateur justement entre les militaires en place et le reste du monde. Moi, je suis terroriste, Christophe. Ouais. Pourquoi je vais venir en France? Parce que c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi je vais traverser la Méditerranée pour venir dans un pays avec des chômeurs où il n'y a pas de matières premières, alors que j'ai un pays à côté de moi qui s'appelle l'Algérie, où il y a tout. Il y a de l'or, c'est là où je vais m'enrichir. En fait, j'arrive pas à comprendre. Karim, tu peux répondre à Abdel peut-être pour l'aider à comprendre. Alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a de nombreux Algériens qui tentent de fuir l'Algérie par la Méditerranée et hélas, ça fait. Après, pourquoi les terroristes iraient plus en Algérie qu'ailleurs? Pour moi, le sujet n'est pas là. Tout d'abord, la présence russe en Afrique est très 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 vieille. Non, c'est pas ça, vous ne m'avez pas compris. On nous dit que la France est partie là-bas pour protéger la France des terroristes qui pourraient venir éventuellement. Aussi, oui. Et je me dis pourquoi le terrorisme viendrait dans un pays où il n'y a rien. Alors, officiellement, elle est là-bas. C'est une arrière-base. Pour les empêcher de s'organiser et de monter des forces et des structures qui demain pourraient agir partout dans le monde. Donc c'est la réalité. Avant la crise en Libye et l'intervention en Libye, la Libye faisait barrage au terrorisme et notamment à Al-Qaïda qui pouvait pas mettre un pied en Afrique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est juste les empêcher d'avoir une base arrière. On doit Kadhafi, ça. C'est à quelques heures de vol de l'Europe, tout simplement. Maintenant, c'est compliqué parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'un côté la France face à la Russie notamment, ou à d'autres pays. Vous oubliez aussi la Chine qui est présente, extrêmement présente en Afrique. Et le problème aujourd'hui, c'est que la France, c'est l'ancienne puissance coloniale, donc il y a cet aspect-là. Il y a la division de l'Europe face à l'Afrique, puisque l'Allemagne n'est pas d'accord, par exemple, avec la France sur ce qu'il faut faire, comment faire, tout simplement. Et en face de ça, alors, c'est pas un problème le fait que ce soit une société Wagner privée. Vous avez la même chose, les Britanniques, et puis vous avez la même chose aux États-Unis. Et d'ailleurs, les propriétaires, les actionnaires de la société Wagner ne sont pas tous russes. Je tiens à vous le préciser. Ce qu'il faut absolument dans cette situation, c'est qu'on empêche une structure terroriste de pouvoir se réorganiser ou s'organiser, j'ai envie de vous dire, quelque part dans le monde. C'est ça qui est important. Et qui mieux que les militaires, peut-être, pour protéger le pays, non ? Je sais pas, je pose une question. Les Russes sont des militaires aussi. Oui, non, mais les militaires maliens qui ont repris le pouvoir voilà. C'est un peu des mercenaires quand même. Oui, ce sont des militaires. Ce sont des professionnels de la guerre. Voilà. Merci Abdel en tout cas pour ta question. Pierre, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, dire que les militaires maliens vont protéger le peuple malien aujourd'hui contre les assauts des terroristes, c'est une aimable plaisanterie. Ça, c'est dans ton salon que tu vois ça, depuis ton salon. Parce que, en réalité, d'abord, ils sont pas assez suffisamment armés. D'autre part, l'argent qui devrait servir à l'entretien éventuel des troupes est détourné de sa destination. On a vu, par exemple, le coup d'État qui s'est déroulé en Guinée il y a un mois, pas celui qui serait en cours aujourd'hui. Oui, oui. En l'occurrence, à quoi est-il dû ? Tout simplement au massacre de 59 gendarmes dans une unité qui a été laissée livrée à elle-même dans le nord du Burkina. Et quand je dis livrée à elle-même, elle n'avait pas même de quoi se nourrir. Voilà, donc c'est sur fond de corruption, d'incompétence, voilà. Et puis, on peut pas, il faut savoir aussi ce que l'on veut, où on soutient des processus démocratiques en Afrique, et on se dit que Pierre, les Africains ont quand même le droit à la démocratie, et ou alors on dit bah ouais. Non, mais Pierre, tu es naïf, je crois. Ah oui. Non mais la France, comme d'autres pays, n'ont jamais soutenu des dictateurs pour leurs propres intérêts.
Non, mais... mais réponds. Mais attends, il y a des processus historiques qui font que les choses évoluent, mon cher Christophe. Tout n'est pas fixe et la France n'a jamais dans le soutenu marbre ces hommes du de paille, conservatisme. Il faut évoluer. D'abord, l'armée malienne ne va pas défendre les Maliens. Le gouvernement ou ceux qui sont à la tête de ce pays aujourd'hui veulent remplacer l'armée française par les soldats de la société russe. Mais clairement, ils vont pas eux-mêmes protéger, comme tu l'as dit. Faut vraiment être naïf pour croire qu'ils en ont la capacité et les moyens. C'est juste un remplacement d'une force locale par une autre force locale. Et c'est l'échiquier international qui est en train de se jouer entre les Russes, les Chinois et l'Europe divisée. Et je dis bien, et l'Europe divisée qui n'arrive pas à parler sur l'Afrique de manière... De la même voie. Maintenant, je le redis, la présence russe en Afrique n'est pas nouvelle, mais vraiment de loin. Oui. On a quand même un auditeur qui est avec nous, dont je ne me rappelle plus le prénom. Pardon. Bonsoir, monsieur. Fauzi Mehdi, pardon. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir, on t'écoute, mon Mehdi. Bonsoir à tous. Bonsoir. La présence de la Russie au Mali aujourd'hui, je pense que ça arrange les intérêts de l'Algérie. Parce que derrière, on sait qu'on a un problème avec le Sahara occidental. Et qu'on sait très très bien que la Russie et l'Algérie sont liés très très bien même. Et que le fait que d'avoir la Russie à ses frontières, même du sud du Sahara, stratégiquement, ça protège quelque part sa frontière. Le fait d'avoir leur présence là-bas ne fait que aérien, d'accord, par ces avions de chasse. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Russie, au jour d'aujourd'hui, on nous dit que c'est le méchant petit garçon, mais on n'en sait rien. Tous les jours, depuis notre tendre jeunesse, on nous a bassiné avec les films. Les Russes, ce sont les méchants. Bah oui, et les Américains sont les gentils. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a prouvé le contraire, que les gens qui sont en train de mourir dans tous ces pays où il y a des guerres, soi-disant les Américains qui sont la plus grande puissance mondiale, ne sont pas en train d'empêcher les crimes contre l'humanité dans le monde. Bon. Donc le fait qu'aujourd'hui la Russie, vous nous dites que la Russie c'est le méchant petit garçon, je me pose des questions. Il faudrait vraiment réfléchir à ça. Peut-être que ça va rééquilibrer la balance, et le fait que d'avoir vraiment les Russes bien installés, même les Chinois aussi, et même n'importe quelle autre puissance mondiale, ça va rééquilibrer, et qu'aujourd'hui l'Europe, je dis bien l'Europe, aujourd'hui est assise avec un grand A sur l'Afrique, et elle fait ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, c'est terminé. On a commencé déjà par la Syrie. C'est fini la France. On a commencé déjà par la Syrie. On avait commencé par la Libye. On a voulu finir par la Syrie. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de rééquilibrer tout ça. Toute cette hagara qui est en train de se passer par tous ces pays qui, soi-disant, sont en train de protéger les peuples, alors que c'est pas vrai. Un rééquilibrage, c'est ce que nous dit Mehdi, changement d'alliés, de stratégie. Non, voilà. C'est pas un Merci Mehdi. C'est pas un rééquilibrage. Historiquement, la Russie a été présente. Non mais d'accord, mais elle prend l'Algérie, plus de place. mais elle était présente surtout en Afrique, le côté est de l'Afrique. Maintenant, les intérêts, comme pour les Chinois, la Chine aussi très présente dans l'est de l'Afrique. Maintenant, l'intérêt se déporte de l'autre côté, tout simplement. Après, il n'y a pas de méchants et de gentils dans ça. Il y a un intérêt purement économique et financier. Sinon, personne, pour le plaisir ou la gentillesse ou la liberté des peuples à vivre, ne s'intéresserait à ça et n'irait. Dire que les Russes sont là-bas parce qu'il faut défendre et lutter contre le traité. Non, on le sait tous, il y a des intérêts économiques pour tout le monde. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de dire, est-ce qu'on laisse un terreau de développement? Je vous rappelle quand même, il y a quand même eu des années noires en Algérie, et que l'Algérie a été aussi sacrément victime du terrorisme, sans même parler d'arriver en France. Karim, faut le dire, bien seul. Et bien seul à l'époque. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont été kidnappés, assassinés dans le Sahara algérien. Il y avait une tentative, il y a eu une prise d'otage d'intégristes d'une raffinerie de pétrole, où l'Algérie a répondu très clairement par les armes pour laisser, je dirais, aucun doute à la situation et aux opportunités de renouveler ça. Ce qui est clair, c'est que
il faut vraiment prendre le sujet au sérieux parce que le terrorisme, aujourd'hui, une fois qu'il est structuré, il peut frapper n'importe où, et ça, on le sait. Et moi, j'ai toujours en tête, vous savez, la prise de parole de Dominique de Villepin. D'ailleurs, je regrette que cette personne-là n'ait pas fait de carrière politique, parce que il a été très bien à l'époque de la première guerre du Golfe, où il est intervenu en disant... Deuxième guerre du Golfe, pardon. Enfin, oui. C'est pas la première, vous avez raison. La première, c'est les années 90, mais la deuxième qui a été, on va dire, celle qui a tout déclenché en plus derrière de manière... plus rapide, 2003. Quand il a dit on n'a rien à y faire là-bas et on a beaucoup de doutes sur les raisons d'intervenir. Ce qui est clair, c'est que depuis, c'est une catastrophe mondiale. Mohamed est avec nous depuis Paris. Bonsoir Mohamed. Mohamed. Bon, il s'est barré Mohamed. Comment doit réagir Macron maintenant, Pierre? Comment il doit réagir? Mais l'ambassadeur de France a été rappelé. Il y a une consultation à mener avec les partenaires européens, parce que je rappelle que la force Barkhane a été transformée en force Takuba, ouais, et que ça implique aux alentours de 12 pays européens, et donc c'est une stratégie commune européenne qui doit être mise en œuvre vis-à-vis de la demande qui a été effectuée par la junte militaire au pouvoir. Je rappelle aussi que la CEDEAO a quand même condamné avec une rare virulence les coups d'État militaires en cours ou ayant eu lieu, et que c'est la CEDEAO qui a aussi décidé d'un certain nombre de mesures de rétorsion à l'égard du gouvernement malien. Simplement, encore une fois, c'est la population qui, au bout du bout, va payer la facture. Et je rappelle, dans un des pays les plus pauvres au monde. Moi, je connais le Mali, pour y être allé de nombreuses fois. C'est véritablement terrible ce qui est en train de se passer. Et je considère, moi, que la population malienne, et c'est pas parce qu'il y a des manifestations de rue avec des drapeaux russes qui sortent comme ça de façon... croyez-moi, non spontané, que ça change quelque chose. Alors, on a retrouvé Mohamed. La population malienne va payer durement la facture. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps. Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Merci. Bonsoir. Donc moi, je veux juste revenir sur ce que vient de dire le présentateur, là. C'est que quand on dit qu'il y a 15 puissances qui sont là-bas, ou 13 puissances... 12. Et que 12 puissances, d'accord. Et que c'est, soi-disant, une poignée de bédouins sur des 4x4 Toyota qui mettent la zizanie dans ce pays-là. Faut m'expliquer déjà cette chose-là. Moi, j'ai été au Mali plusieurs fois, d'accord. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était au mois de décembre dernier. J'ai été dans une ville qui n'est pas très loin de Bamako, qui est Koulikolo, pas loin du campement du G5 Sahel. Quand on voit la force qui est déployée là-bas, et quand on dit que ces quelques personnes-là arrivent à mettre à genoux ces puissances-là, moi, franchement, j'arrive pas. Mais c'est des guerres asymétriques. Non, mais d'accord. C'est des guerres asymétriques ou des guerres tactiques. Mais quand vous avez de l'appui satellitaire des Américains sur place, quand vous savez que la France, avec tous ces pays-là, font ça et n'y arrivent pas, moi, je sais pas qui est là-bas, comme disent eux-mêmes les Maliens. Mais il y a un gros problème. Et quand une zone comme Kidal, qui pourrait d'or, et tout le monde le sait là-bas, qui est interdit aux Maliens même d'aller là-bas, ils n'ont aucune souveraineté. Et vous parlez de démocratie. Les anciennes élections, avant le scandale qu'il y a eu avec les magouilles, ça, on n'en parle pas. Et ça a été couvert par la France. Le seul problème, il est où? C'est que de couvrir tout ça et de laisser ces dirigeants corrompus et de rien faire, et que vous savez ça veut dire que la France, on va dire, est d'accord avec tout ça et laisse faire. Et puis après, quand les gens se rebellent, on dit « Ah bah non, ils sont contre la France ». Non, ils sont contre le système. La souveraineté, moi je suis assez d'accord avec toi, la souveraineté, il faut que ces pays retrouvent une souveraineté. Merci Mohamed en tout cas d'être intervenu, on est de retour très vite sur France Maghreb 2 avec Pierre Roy, Karim Alouache, Nadia Cherif. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF avec aujourd'hui Nadia Cherif, avec...
Karim Alouache et Pierre-Henri. On parlait de la situation du Mali avec cette information. Outre un autre coup d'État en cours en Guinée-Bissau, des tirs nourris entendus près du palais. Voilà, situation à suivre. C'est la semaine dernière, c'était au Burkina Faso. Cette semaine, en Guinée-Bissau, c'était en Guinée, au Mali. On voit que, pour le coup, il ne s'agit pas de défendre les militaires en place ou les régimes en place, mais on sent qu'il y a un ras-le-bol de la population et une absence totale de souveraineté dans beaucoup de ces pays, peut-être Karim, Pierre et Nadia, et que la population aujourd'hui en a marre. Et elle se révolte. Et voilà, elle légitime, si vous voulez, des régimes militaires pour reprendre et rapporter, réintégrer, réinstaller de la souveraineté dans ces pays-là. Il y en a marre d'entendre des pays comme la France, la Russie, la Chine se disputer ces territoires, on le sait, pour quelques intérêts. D'accord ? Ils vont pas là-bas pour sauver la population. Arrêtez, ne soyons pas dupes. Donc ça commence à suffire. La population de ces pays-là aspire à avoir une souveraineté. Comment on peut dire ça ? Mais comment on peut dire ça ? Mais c'est une logique implacable, Pierre. C'est incroyable. 2013, quand la France intervient au Mali, on n'y va pas aussi pour protéger la population de Bamako, la population du Mali, des talibans du Sahel, qui vont imposer une loi totalement ahurissante, débile, attentatoire aux droits des femmes. Comment on peut dire que ça te parle pas, Pierre? C'est ça, ça te parle pas, la souveraineté. Mais ça me parle pas, la souveraineté. Mais c'est à la France de décider ce qui doit se passer dans ces pays-là. La dignité des personnes. Enfin, écoute, Pierre, je vais te parler aussi des gens qui fuient le Mali, qui fuient la Guinée, qui fuient la Côte d'Ivoire, qui fuient y compris le Niger et qui viennent demander asile en France parce que tout simplement ils sont traités. C'est pas parce que tu vas parler plus fort sur la raison. Non, mais je ne veux pas parler plus fort que toi, mais je dis simplement que tu viens de dire une grosse bêtise. Alors je te le dis en direct. Moi, je te le dis en direct, tu dis une grosse bêtise, parce que aujourd'hui, ça veut dire que c'est à la France et aux pays occidentaux de régler les problèmes dans ces pays-là. C'est ça ce que tu es en train de me dire? Je dis que nous sommes allés là-bas, notamment en 2013, à la demande du gouvernement malien, démocratiquement élus, et que nous y sommes allés à la fois pour protéger la population malienne, mais aussi notre propre population, parce que le djihadisme, une de ses particularités, c'est d'avoir des bases arrières pour lancer un certain nombre d'opérations. Donc voilà. La France n'intervient pas, évidemment, parce qu'elle n'a aucun intérêt, elle intervient juste pour sauver la population. Mais je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas d'intérêt économique. Ça me rassure. Parce que fout la France, pourquoi elle ne va pas au Yémen aider les Yéménites, par exemple, tu vois? Je te donne un exemple, je peux t'en donner plein d'autres encore. Parce que les grandes puissances ont des zones d'influence. Parce qu'il n'y a rien à gratter là-bas, voilà c'est tout. Il y a des pays où il n'y a rien à gratter, donc on s'en fout de ce qui s'y passe. On a Tariq qui est avec nous. Bonjour Tariq. Bonsoir Christophe, bonsoir Nadia, bonsoir. Karim, et bonsoir Pierre. Il en prend plein la gueule, Pierre, miskin. mais non, on débat. Non, on débat. Moi, Christophe, ce que j'ai envie de dire, c'est que la France, elle devrait se mêler de ses fesses. Excusez-moi du terme. Pourquoi la France, elle va au Mali? Pourquoi parce que c'est pour ses intérêts, d'une. Deuxièmement, pourquoi la France, elle n'intervient pas dans les pays comme au Yémen? Parce qu'il n'y a rien à prendre là-bas. Il n'y a rien à gratter. La France devrait se mêler un peu de... Oui, mais est-ce qu'on peut dire que la France a perdu des Français et des Français sont morts? Parce que moi, j'entends tout ce que vous voulez, mais il y a quand même des soldats français qui sont morts. Merci, Nadia. Oui, non, mais d'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, Nadia? Non, mais, excuse-moi, mais moi, c'est pas ça. C'est pas moi et toi qui avons décidé d'envoyer les soldats au front et d'aller se faire tuer. Faut arrêter. Mais je viens de te dire que je t'ai dit tout à l'heure que la population malienne en a marre et elle a envie elle veut stopper l'ingérence. La population africaine dans son ensemble. Oui, exactement. Mais à un moment donné, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais rappelons quand même qu'il y a des Français qui sont morts là-bas, des soldats français qui ont signé pour partir en guerre n'importe où, ça je souhaite. Mais il y a quand même 54, des Français bien sûr. Mais qui est le chef des armées dans ce pays? Il n'y a pas de rapport avec ce que... Non, mais qui est le chef des armées dans ce pays? Pardon. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que ça... Mais attendez, c'est bien le président qui décide d'envoyer telle ou telle troupe dans tel ou tel pays. Pour protéger notamment la population française, européenne et les populations du Sahel. Non, mais d'accord, mais c'est pas moi ou toi qui avons décidé d'envoyer des gens au Mali ou ailleurs. D'accord. Écoute, voilà, merci. Je suis plutôt pour cette oui, politique. Que tu sois pour, c'est une chose. Moi, je suis contre. Mais voilà. Après, voilà.
T'es contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Ça, non mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que dès qu'on est contre toi, c'est de toute façon on a tort. Voilà, c'est ça cette vision. C'est le grand débat quand même. C'est une vision assez quand même caricaturale que tu nous offres, mon Pierre là. Pardon, mais voilà. Moi je te parle de sous. Merci à vous. Entre parenthèses, j'embrasse tout le monde. Merci mon Tariq. J'embrasse Pierre aussi, très fortement. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Il en a bien besoin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'embrasse fortement, il t'a dit. Embrassons-nous, allons-y. Voilà. Karim, t'es bien silencieux, toi. Mais non, parce que moi c'est... Le monde de Bisounours. Mais quoi, il a le droit de t'embrasser? Attends, tu refuses des embrassades maintenant? C'est incroyable, ce type. Mais je ne sais pas ce qu'il a bouffé, Christophe. Non, mais c'est royal. Moi, je crois... franchement, entre nous... Qu'auraient dit les Français si en 2013, quand le Mali a appelé la France à les aider, la France a dit bah non, démerdez-vous, moi ça me regarde pas. Parce que bon, ça coûte cher quand même de déplacer des armées et tout. Mais c'est morts aussi, quand même. Non mais il y a 54 ou 59 victimes et qui sont 59 victimes de trop. Oui. Mais il faut y aller et entre ce que ça coûte et les soi-disant. Alors j'aime bien le côté ils sont venus, il y a un truc, il y a un trésor de guerre. On va se le partager, etc. S'ils avaient dû se le partager, il serait déjà partagé avant même qu'il y ait des événements au Mali. Le problème, c'est qu'on ne sort pas de cette idée de post-colonial. Comme regard, Karim, pardonne-moi de te dire. Attends, j'ai pas fini. Non, mais c'est vachement insultant ce que tu dis. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que heureusement... Tu sais que l'Afrique n'appartient pas à la France. Faut que vous mettiez ça dans la tête un jour. D'abord, il y a l'Afrique, il y a le continent africain et il y a des pays africains. Il n'y a pas une Afrique. D'accord, mais l'Afrique, le temps de la colonisation, c'est terminé, les enfants. Non, mais on le sait. Non, mais attends, on le sait, mais ce que je veux dire, c'est exactement ce que j'ai dit. Qu'aurait dit le monde, ou la France, ou les Africains, si quand en 2013, le gouvernement malien élu démocratiquement, entre guillemets, lorsque le gouvernement malien fait appel à la France, si la France avait dit écoutez, nous on vient pas parce qu'après on va dire qu'on vient coloniser ou recoloniser, vous en mettez. Ils l'ont fait, et c'est très bien, et moi je trouve que il y a quand même des militaires qui sont morts, et ils ont fait des choses, peu importe les interprétations. Alors dans ce cas-là, on va dire mais les Russes aussi, ils viennent pour piller le pays, et puis les autres viendront pour piller le pays. À un moment donné, on peut pas rester à regarder sans rien dire. Ça, c'est un fait. Et ce que je déplore dans tout ça, c'est que derrière, et c'est vrai parce que même professionnellement, je l'ai vécu, les entreprises, on est toujours dans, et puis moi je m'appelle Karim, on est toujours dans une situation de dire est-ce que mon comportement ou mon action ou mon attitude va pas être interprétée comme une action un peu coloniale. Enfin, moi, Karim, je vais pas les coloniser un pays africain. Loin de là, bien au contraire. Ça rend les choses très compliquées. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'Europe qui parle d'une seule et même voix. On le voit. C'est tout le problème qu'on a en Afrique en ce moment. C'est que l'Allemagne part dans un côté, la France part dans un autre côté, tout le monde s'en mêle. Le troisième point, c'est qu'il y a une construction aussi géopolitique et militaro-politique avec la Turquie, la position de la Turquie, qui est en phase avec la position de la Russie, et qui est pas en phase avec celle de la France, mais pas non plus en phase avec celle de l'Allemagne, parce que personne n'est d'accord. Donc on est face à tout ça. Moi, je vous dis une seule chose. Qui paye dans tout ça, c'est comme la Tunisie au moment de sa révolution, c'est le peuple. Et je me pose pas la question de pourquoi ils y sont, Moi, ce qu'il faut absolument, c'est protéger d'une manière ou d'une autre le peuple. Le peuple dit on a faim, on a besoin de manger. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, on a besoin de liberté et surtout de se sentir en sécurité. On veut la sécurité, qu'importe le moyen. Et la sécurité, le gouvernement malien n'a pas pu l'apporter. C'est pour ça qu'ils ont fait appel aux forces extérieures. Bon. Et c'est très bien que quelqu'un y ait répondu. On accueille Houssen qui est avec nous. Bonsoir Houssen. Bonsoir tout le monde. J'ai vu que tout le monde a gardé l'air calme. Ouais. C'est une affaire qui est un peu compliquée. Et moi, tout ce que je déplore dans cette histoire, c'est que la France doit se rendre compte que le monde a changé et qu'il lâche un peu de l'Est, quoi. Parce que tous ceux qui y vont, ils vont pour leur beefsteak. Chacun défend son beefsteak. Et moi, je suis français. Et je suis français d'origine malienne, hein. Et je tiens à ce que les gens le sachent. Mais en fait, je voudrais dire que quand la France y est, nous, population française vivant en France ici, on y gagne.
Et quand les Russes ils y vont, s'ils détrônent la France, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que le pognon de l'allocation familiale, tout ça, ça quitte tout. Chacun défend son steak. Et le pire, c'est que les Russes et les Chinois s'accaparent l'Afrique, parce que les Africains ne seront pas gagnants et la France est grande perdante. Donc c'est une histoire qui est très compliquée. Bravo. Et moi j'invite le gouvernement français à être poli envers cette population-là, respectueuse. Et puis voilà, qui partage le gâteau bien. C'est tout. C'est pas compliqué. Bon, merci Houssen. Merci donc beaucoup. Ils vont pour leurs intérêts. Oui, merci beaucoup Houssen pour ton avis. Évidemment, tous les avis, on les écoute, on les entend. On les partage pas forcément, mais on les écoute. En tout cas, y compris sur ce plateau, il y a de la diversité. Bon, j'aimerais qu'on revienne en France, avec une petite phrase signée Gabriel Attal, qui est un petit peu passée quasi inaperçue. Je vous la donnerai dans un instant, cette petite phrase, et elle a choqué, elle a provoqué un véritable incendie sur les réseaux sociaux. Cette petite phrase qui me laisse poser la question suivante. Le projet Macron à venir est-il inquiétant? On en reparle dans un instant. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Karim Alouache, avec Nadia Chérif et avec Pierre-Henri. Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien mon Pierre? Qu'est-ce qui se passe mon Pierre? Pierre, tes lunettes Il a sont de cassé travers. le micro. Qu'est-ce qui se passe mon Il Pierre? a cassé le micro. Il est énervé, Pierre. Tarek Wami, vous enverrez la facture à Pierre-Henri, président de France Fraternité. Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que tu veux, Christophe? Ben non, je te demandais si ça va. Mais pourquoi ça n'irait pas? Ben je te demande, c'est tout. J'ai le droit de te Moi, demander, c'est un truc de fou. Je suis pas un cariade, je ne change pas d'humeur toutes les 5 minutes, comme de position tous les quarts d'heure, n'est-ce pas Christophe? Qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que tu veux dire Pierre? C'est une attaque en règle? Non. C'est une attaque en règle, Pierre-Henri? Qu'est-ce qui se passe là? Tiens, allez, vas-y Christophe, parle-nous de... Non mais ce monsieur se permet de me faire une attaque en règle, tu vois, Cela ne nous regarde dans mon pas. émission, tu vois. Cela ne Tu vois, nous regarde, regarde ça fait partie des colonisateurs, tu vois. Mais je vois que tu résistes bien quand même. Ça c'est bien l'esprit colonisateur, ça. Hein. Il veut coloniser mon émission. Bah, de toute façon, quand coloniser, c'est ça déjà supposerait fait. d'être... Il a dit c'est déjà fait. Ouais. Et puis, est-ce que mes camarades colonisent ton émission? Non, bah oui, non. Oui, nous on l'assume, oui. Voilà, oui. Bon. Donc on la colonise pas, on la squatte parce qu'elle est très bien. Bon, il faut qu'on passe sérieusement. C'est une phrase au détour d'une interview de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dans le journal Le Parisien, qui est quasi passé inaperçu. Avant de se retrouver sur les réseaux sociaux et de faire scandale. Cette phrase, la voici, écoutez-la bien. On veut aussi, j'ouvre les guillemets, Gabriel Attal, on veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales. C'est ainsi la phrase donc escamotée donc par celle parlant d'ailleurs de campagne de mort-vivant pour que justement le scepticisme de Gabriel Attal sur l'intérêt d'Emmanuel Macron de parler dans un débat avant le premier tour. Phrase qui, vous l'avez compris, quand même suscite des interrogations et qui a mis le feu, je le disais, sur la toile, commentée d'ailleurs par des personnes d'horizons différents qui ont parlé et ont fait part de leur effarement devant ces propos. Je rappelle des devoirs qui passent avant les droits. Est-ce que ça te choque, Karim Alouache? Bah écoute, c'est un vieux débat, ça en réalité, c'est pas nouveau. Valls en avait parlé aussi. C'est un truc mythique, c'est de dire est-ce que supprimer des droits à des familles, ça arrêtera la délinquance, en gros. C'est ce que j'avais vu. D'ailleurs, ça arrivait, je ne sais pas si vous vous souvenez, un dealer, un trafiquant à Boulogne, qui a été attrapé avec je ne sais plus combien de centaines de grammes de drogue qu'il avait sur lui, enfin qu'il avait chez lui. Ils ont expulsé la famille. La famille a été expulsée de son logement social. Est-ce que ça réglera le problème? J'en suis pas certain. Je sais que tout le monde cherche une solution pour mettre la pression. Puis moi, j'ai envie de vous dire autre chose. Il faut arrêter de faire une généralité. Il y a beaucoup de gens qui ont des droits et qui respectent totalement, je dirais, leurs obligations. Redonner aussi de la Est-ce qu'elle te choque, cette phrase?
Karim. Ça ressemble à un discours d'extrême droite. Oui, c'est de moi, dire suppression des allocations familiales, et puis demain on ira vous dire que tous les allocataires sont des criminels, et puis comme ça on règle le... Oui, mais est-ce qu'il faut devenir des zombies et c'est le kolkhoz qui revient? Non, c'est les devoirs avant tout, et puis c'est Est-ce qu'il faut flipper d'avance de ce projet qui va nous être proposé? Non, mais ce n'est pas une bonne réponse à la situation. Voilà. Après, chacun peut l'interpréter comme il faut. Pour moi, ça ne réglera rien. Non, moi, ça me dérange. Les devoirs avant les droits. Et en plus, ça sera inapplicable parce qu'on ne saura pas définir qui a respecté ses devoirs. Karim, le fait de dire vous avez des devoirs avant, vous avez des obligations et vous devez faire en sorte d'abord d'être dans le devoir. Pour moi, c'est pénalisant. C'est tout de suite le bâton pour nous battre. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Moi, je l'interprète sous cette forme. Et ça dénigre aussi l'aspect responsabilité et le fait d'être autonome et citoyen. Ça veut dire, c'est nous qui décidons pour vous. Et de toute façon, vous devez nous écouter comme si c'était papa qui parlait à l'enfant de maternelle. Non, mais en plus de ça, il y a autre chose qui est quand même assez grave au niveau de il y a un côté quand même discriminatoire, comme si les allocataires étaient des Français et des citoyens de seconde catégorie avec des menaces. Non, mais en gros, sous-entendu, t'as d'abord des droits avant d'avoir, t'as d'abord des devoirs avant d'avoir des droits, et celui qui n'a pas de droits, alors dans ce cas-là, c'est-à-dire celui qui n'est pas allocataire, il fait ce qu'il veut. Oui, mais j'entends ce que tu dis, mais ça me rappelle les années 80 où le chômeur le faisait exprès, où le chômeur c'était une maladie. Là, c'est une maladie d'avoir des enfants et d'avoir l'allocation familiale et de demander les aides de l'État, alors qu'on a appris la semaine dernière qu'il y avait un documentaire qui était un article qui était passé en disant que il y avait 10 milliards d'euros qui n'étaient pas demandés. Donc, on n'est pas des assistés. Enfin, la France n'a pas que des assistés. Il faut d'abord la délinquance, pour moi, n'est pas que chez les gens les moins aisés. C'est la première chose. Il faut arrêter de dire ça. Et puis la deuxième chose, c'est que tous ceux qui ont des droits n'ont pas forcément de difficultés avec ça. J'aimerais écouter Pierre sur la réaction sur cette phrase. Je voudrais juste terminer sur une chose. Moi, je suis prêt. J'attends. Je voudrais terminer sur un point. On me laisse la parole. Alors, je te la donne dans 1 minute. Je te remercie de ta... C'est bien, il s'arrange entre eux, dans tout ça, on a l'air de dire que les parents, en gros, les parents sont responsables de la situation, et quand il y a de la délinquance, c'est de la faute des parents. On oublie qu'il y a beaucoup de familles en difficulté monoparentales pour qui c'est extraordinairement difficile d'avoir la main mise dessus. Et il faudra aussi qu'on parle d'une chose. Moi, j'ai été élu d'opposition pendant 6 ans, et j'ai vu, au début de mon mandat et à la fin de mon mandat, vous avez toujours des remises gracieuses aux demandées à la municipalité parce qu'il y a des défauts de paiement de loyer. Et puis, au fil des années, je voyais que ces demandes, elles ont extraordinairement diminué. Parce qu'il y a une économie parallèle qui s'est installée dans certaines cités, où il y a des bailleurs sociaux qui je n'ose penser, je ne peux pas dire qu'ils s'en arrangent, mais quand il n'y a pas de défaut de paiement de loyer, tout le monde a l'air un peu d'accepter par défaut une certaine situation qu'on aura dont on aura grande difficulté à se débarrasser demain. Donc, on va écouter Pierre dans un instant, parce que ça m'intéresse son avis sur cette phrase. Je la répète, on veut aussi poursuivre la redéfinition, écoutez bien, de notre contrat social, avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales. Commentaire de Pierre-Henri dans un instant. Cette phrase est signée Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, dans le journal Le Parisien, ce week-end. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Pierre-Henri, Nadia Cherif, Karim Alouache, et je demandais juste avant la pause une réaction de Pierre-Henri par rapport à cette phrase prononcée par Gabriel Attal dans une interview dans Le Parisien, Pierre, avant d'accueillir Linda de Nancy. Tu as commencé par dire que cette phrase de Gabriel Attal était passée inaperçue. Oui, au départ. Sauf par quelques militants de quelques formations d'opposition qui se sont emballés sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi ou pas ? Alors, la Révolution française, c'est
un élément qui a attribué des droits aux citoyens, c'est un phénomène émancipateur. Et il n'est pas question de se départir de cela. On peut rappeler que avec des droits se déclinent des devoirs. Et je pense que tout le monde sera d'accord, Pierre. Mais là-dessus. C'est pas ce qui est dit. Oui, eh bien, ça permettra, il faut tout de même pas tomber dans le piège, ça permettra au président de la République de rappeler dans un moment culturel où les idées d'extrême droite sont extrêmement présentes, et notamment sur cette idée de droit conditionnel, de soumission à l'obéissance. C'est pas l'extrême droite qui l'a prononcé, c'est Gabriel Attal, porte-parole. Je suis en train de t'expliquer que si la polémique grandit autour de cela, ça permettra au président de la République de se resituer dans l'héritage de la Révolution française et de rappeler que les droits sont un élément constitutif de l'État social à la française. C'est maladroit comme phrase, Pierre. C'est maladroit ou pas? Mais non, c'est une technique de communication qui permet à un moment donné de ramener le sujet. Si Zemmour avait dit ça, t'aurais été choqué? Mais attends, non mais je te pose une question. Mais je me fous si Zemmour ou pas, tu m'as demandé mon explication, elle semble ne pas te convenir. Non, pas du tout. Je te dis que les droits se situent dans un continuum émancipateur de la Révolution française et qu'il ne peut pas y avoir en même temps des droits sans évidemment devoirs. Mais les devoirs, sauf que c'est pas ce qui est dit, premiers. C'est les devoirs qui doivent passer avant les droits. Ce que dit Gabriel Attal, je suis libre. Il est quand même porte-parole du gouvernement. Tu m'as demandé mon explication, je te la donne. Elle ne te convient pas dans ton schéma de pensée, c'est ton problème. Je suis là pour te poser des questions, mon Pierre. Oui, je suis là pour y répondre. Pour aller au fond de tes idées. Christophe. Linda est avec nous. Linda de Nancy, bonsoir. Salut Linda de Nancy. Bonsoir, gros bisous bonsoir Linda. Pierre, bonsoir Karim, bonsoir à tous. Bonsoir Linda. Arrête de maltraiter Pierre. Oui, mais je maltraite. Oui, ça suffit. Ouais. Bon alors vas-y Linda, on t'écoute. Ça va Linda? Alors, oui, ça va, merci. Moi aussi. Mais tout va bien. Moi aussi, très bien. Merci Linda de m'avoir posé la question. Oui, bah ça va. Eh oh, il se croit où là? Il se croit où le Pierre là? Oh. Eh, t'as vu? Pierre, c'est Brian de Gad Elmaleh. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon Linda, on t'écoute, ma Linda, vas-y. Alors, je suis désolée parce que je risque d'être un peu à contre-courant de tout ce qui est dit, alors que vous connaissez mon orientation politique, maintenant je l'ai bien affiché. Vous avez votre liberté de penser, et c'est très bien. Voilà, sincèrement, moi je souscris notamment à la première partie du propos qui consiste à dire qu'il faut refonder le contrat social, parce que, désolé Pierre, mais force est de constater que les raisons de 1789, avec le droit émancipateur, et là je vous rejoins, n'est plus applicable aujourd'hui. Et force est de constater qu'on est dans une société du donnant-donnant. Et enfin, en principe, mais qu'en pratique, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que souvent, des gens travaillent, se lèvent très tôt le matin, donc participent à l'effort national et se retrouvent souvent peu aidés, peu soutenus. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc oui, il faut une refonte du contrat social. C'est primordial aujourd'hui pour la survie de notre État. Et moi, je pense que dire les devoirs avant les droits, c'est justement responsabiliser, de dire que dans la vie, rien n'est acquis, en fait. On te donne pas des choses juste parce que tu es là. On va t'accorder des faveurs, on va t'accorder des privilèges parce que tu vas te donner les moyens de les avoir. Donc, voilà. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi j'ai envie de vous dire une chose. Le premier droit en France, c'est le droit d'avoir un travail avec un revenu décent pour vivre correctement. Ça, je veux pas faire du... Il suffit de traverser la rue, hein, Non, mais ça, c'est une réalité. Ouais. Après, pour moi, le droit s'applique... traverser la rue? Non, mais le droit s'applique à tout le monde. C'est pas parce que vous... Enfin, le devoir, c'est-à-dire le devoir au sens les obligations de respecter la loi, c'est pas uniquement pour ceux qui sont demandeurs. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je vous promets, l'idée reçue de dire que tous les bénéficiaires sont des, entre guillemets, je vais être violent, mais des parasites de la société, c'est pas vrai. Honnêtement, c'est pas du tout la teneur de mon propos, monsieur Alouache. En fait, tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est là les droits dont il parle, c'est pas le droit fondamental qui est effectivement accordé à chaque individu. On parle pas de ce droit-là, de ce droit écrit, de ce droit législatif. On parle des droits, notamment
sociaux qui sont accordés grâce à la solidarité nationale. Effectivement, les personnes au chômage, elles le subissent plus qu'elles ne le choisissent. Ça, c'est une réalité. Mais pour autant, les personnes qui vont subventionner ce chômage-là, eux, on leur donne rien. On ne leur donne rien. On ne leur accorde rien. Quand vous regardez les nouveaux plafonds qui ont été décidés pour les OSS, par exemple pour rénover les maisons, il n'y a rien dès lors que vous êtes un couple normal et qui travaille avec un salaire normal. Alors, vous avez entièrement raison sur un point. Et il y a vraiment un paradoxe et un problème dans ce pays, c'est qu'on peut être plus pauvre en travaillant que sans travailler. Et moi, je repense toujours. Non, mais je repense toujours au cas d'une personne qui a des aides pour handicapés, qui a une sclérose en plaques et qui a fait l'effort de reprendre ses études et a trouvé un travail à mi-temps parce que psychologiquement elle voulait être utile, elle voulait pouvoir sortir de chez elle et qui a dû non mais très clairement et je ne peux pas la citer parce que ça ne se fait pas, mais je la connais personnellement et qui a été obligée socialement d'arrêter de travailler parce que le fait d'avoir un revenu, elle ne s'en sortait plus parce qu'elle perdait partiellement, totalement. Peut-être pas totalement, mais en très grande partie, totalement raison, elle perdait son aide au logement, elle perdait tellement de choses que ça devenait une difficulté et elle a été condamnée, entre guillemets, à rester chez elle. Oui. Parce que sinon, elle ne pouvait plus s'en sortir. Ça, c'est pas normal. Voilà pourquoi la refonte du contrat social à l'aune de notre époque est primordiale aujourd'hui parce qu'on va se retrouver avec des gens qui vont en avoir marre de travailler. Parce qu'au final, ils ne gagnent rien. On travaille, on Linda de Nancy, vous nous avez dit que la semaine dernière, vous souteniez là, on a par exemple, alors je vous donne mon cas personnel. Arrête Pierre, ça c'est pas ça, excuse-moi. Non. Répète ta question Linda, parce que Pierre a une question vraiment très orientée à te poser. Oui, parce que la semaine dernière, vous nous avez dit que vous souteniez un candidat très précis à la présidentielle. Vous voulez nous le rappeler, Linda? Elle vient de le dire, Jean-Luc Mélenchon. Et alors? D'accord. Non, rien. Alors, non, mais de toute manière, la semaine dernière, c'était pour ta cohérence. Je suis pas d'accord avec l'ensemble du programme de Jean-Luc Mélenchon. Attention, j'ai quand même une confiance, mais force est de constater que j'ai une appétence particulière pour son mouvement. Par contre, moi j'ai une appétence pour l'heure, parce que c'est l'heure, ma chère Linda. Je suis désolé, je suis obligé. Désolé. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir bien mouché l'équipe en place. Merci beaucoup, ma Linda. Voilà, avec des bons arguments, elle les a mis, paf. Ils ont plus rien à dire, ça y est, du coup il est 18h, ils se barrent. Merci beaucoup Nadia Chérif en tout cas d'être venu. Merci Christophe. Merci mon Pierre. Merci à vous, j'embrasse tout le monde. Demain ça va être très éclectique, on aura le nouveau maire de Bondy, Stéphane Hermé qui sera avec nous. Et on aura Kamel Box, du Big Box. Et il fait du Big Box. Et il sera avec nous demain sur France Maghreb 2 avec une nouvelle chroniqueuse que vous allez découvrir. Elle s'appelle Assia Meda. Elle sera avec nous demain aux côtés de Philippe Bouriaki. Et dans un instant, quelqu'un que vous connaissez bien, Medjahed, qui arrive dans un instant pour le 18-20 sur France Maghreb 2, juste après le journal. Le rappel.